Passion et proximité, toutes les valeurs de l'artisanat se retrouvent dans Terre de France. On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Told me all about the stars and how you'd make it up there one day. And I would hum and whistle through, and you would try to get the tune, but you'd never really heard it anyway. You told me about the only one who'd ever really showed you something you had truly never seen before. Up until that very moment. Et Terre de France fait sa rentrée. Regardez, j'ai un beau cartable tout neuf. Et on est ici dans l'Aube à Troyes avec Canal 32. Et bien sûr, l'Aube, Troyes, eh bien, c'est la patrie du champagne aussi. L'Aube, c'est bientôt les vendanges, là, c'est sous peu. Et puis, c'est le lac d'Orient et sa célèbre forêt. On va aller voir tout ça. Troyes, c'est aussi un maître verrier qui restaure les vitraux des églises, parce que je crois que c'est la plus grande surface de vitraux en France, elle est ici, dans ce département. Ce sont aussi les maisons à pans de bois. Je parlais de la forêt d'Orient, beaucoup de bois, beaucoup d'argile, donc du torchis, donc des maisons à pans de bois. C'est tout le cœur de Troyes qui est réalisé de cette façon, et vous allez découvrir des maisons absolument admirables, une architecture incroyable. Et puis, comment peut-on oublier l'incontournable andouillette de Troyes avec tous ces A, ces A, ces A. Et on connaît Patrick. Patrick, c'est un maître artisan extraordinaire qui vend de l'andouillette partout en France, voire ailleurs dans le monde. Et il nous donnera ses secrets d'andouillette et de boudin blanc. Mais que fait donc cette dame qui tricote sur des arbres? Suivez-moi. Bonjour. Vous êtes Sidonie? Oui, c'est ça. On m'a parlé de vous? Oui. On m'a parlé de vous parce que c'est vous qui mettez des tricots aux arbres. Pas tous, mais avec beaucoup d'aide, oui, on a habillé tous les arbres. Ça vient d'où cette idée-là? De plein de cerveaux avec plein d'idées. C'est génial parce que tous les arbres ici, le long du quai, sont comme ça habillés avec des chaussettes. Oui, oui. C'est pour qu'il n'ait pas froid cet hiver? C'est pour qu'il n'ait pas froid, certes. Et puis c'était aussi pour redonner un coup de peps aux quais qui viennent d'être faits. Ouais. Et surtout, l'objectif premier était de faire participer les gens à la vie de leur ville. Et donc, c'était eux les artisans. On peut venir tricoter un petit bout là, non? Non. Bah écoutez, oui, on avait organisé, pourquoi pas, après tout, là, on en a quelques-uns qui n'ont pas encore été habillés. Mais l'idée, c'était vraiment, on a fait des ateliers sur place, sur les quais, pour que les gens viennent apprendre, et puis moi j'étais là pour les aider. Et on a tous habillé des arbres, tous ensemble, c'était un projet sur une... Vous êtes la tricoteuse officielle du royaume? Oui, voilà, c'est ça. On peut dire comme ça? Mais on m'a dit que vous aviez un petit surnom. Sissi Pâquerette, c'est mon nom Sissi Pâquerette de scène. Mon nom de travail, voilà. C'est votre nom de scène. Allons-y, carrément. Et c'est vous donc qui réalisez tout ça, mais pas toute seule. Non, non, non. Il y a toute une association avec vous. Non, là en fait on a laissé libre, on a lancé l'opération et les gens sont venus s'inscrire sur place. Et puis en gros chaque personne a fait un arbre. Bon après on a un petit peu. Alors moi par exemple qui suis excellent en tricot et en crochet surtout. Ma spécialité c'est le crochet. J'aurais pu m'inscrire et venir faire mon arbre. Tout à fait, oui. Oui. Dites-moi Sissi Pâquerette. Ça vous ennuie qu'on avance un peu hein? Pas du tout. Vous êtes en plein boulot, vous finirez après? Fini, regardez. Synchro parfaite. Allez, un petit coup de ciseau. Voilà. Bon, Sissi Pâquerette. Troyes, beaucoup de gens se disent mais pourquoi y a-t-il autant de magasins d'usines à Troyes?
Certains viennent de loin d'ailleurs Oui, pour tout faire à leurs fait. emplettes ici, mais il y a une raison historique. Il y a une Laquelle? raison historique, c'est que la ville était au départ fournissait un historique en bonneterie surtout, et donc dans le tricot d'ailleurs, mais c'était plutôt tout ce qui était bas, chaussettes, Soutien-gorge, voilà, tout ce qui était bonneterie. Tout ce qui était bonneterie, c'était la spécialité de Troyes. Voilà. Et pourquoi ça a disparu complètement ou pas tout à fait? Bah, les usines se sont plus ou moins Ont été délocalisées. donc c'est vrai qu'on en a beaucoup moins maintenant. Heureusement, on en a Il en encore reste. quelques-unes qui perdurent. Ouais. Et Et, ces usines alors avaient leur magasin. Voilà, il y avait le magasin qui d'abord était au centre, enfin pas au centre-ville, mais qui était encore près du centre. Et puis là, c'est vrai que ça a commencé à s'excentrer. Ils ont fait des gros pôles. Oui, et au départ, le Avec, magasin d'usine, c'était pour les habitants de la ville ou pour les employés de l'usine qui pouvaient venir s'approvisionner? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y avait des ventes, parce que ça existe toujours, qui étaient réservées aux salariés qui avaient en fait le premier choix. Ouais. C'est-à-dire qu'ils devaient avoir une invitation avant le lancement des ventes. Et autour de ces premiers magasins d'usine, en fait, ben, se sont agrégés d'autres magasins d'usine Voilà. et finalement des soldeurs, d'une certaine façon. Oui, en Il y a fait, beaucoup- l'essentiel, ce sont des magasins qui vont vendre les collections précédentes, les collections passées. Voilà, c'est Voilà, ça. d'une c'est ça. saison à l'autre. Mais avec une ampleur qui fait que Troyes Ah est devenue oui, un peu la c'est capitale en devenu, France de ces la magasins mégapole d'usine. des magasins d'usine. Oui. Alors, ça s'abîme facilement, ces chaussettes. Regarde comme elle est belle, celle-ci. Elle est toute rose. Écoutez, on ne savait pas. Au pied de mon arbre, je caresse mon arbre. Non, mais ça donne envie de toucher. Oui, mais c'est ce que Hein, font les gens. ça donne On envie a de toucher. remarqué, quand Et on c'est se promène, vraiment. les gens y touchent, oui. Et ça va passer l'hiver, ça? J'en doute fort. Je pense qu'on Qu'est-ce qui va se peut-être- passer? Je pense qu'à un moment, on va les enlever au fur et à mesure. Quel est l'avenir de la chaussette On de n'en a l'arbre? pas encore parlé. Eh bien, je ne sais pas. Mais on enlèvera parce qu'on a plein d'autres projets. Et Alors lesquels? c'est pas encore Lesquels, fait. Mais Sissi pour l'année Castagnette? prochaine, on a d'autres projets. On ne touchera pas aux arbres, mais on fera sûrement d'autres animations. Toujours avec le déjà. tricot? Toujours avec le tricot et le crochet. Et étant donné l'enthousiasme qu'on a eu de la part des Troyennes et Troyens aussi, on a quelques hommes qui sont venus, on va recommencer l'opération. Parce que Avec des chaussettes. il y a eu un réel enthousiasme de faire quelque chose tous ensemble dans la ville, d'être sur place et de Ça a fédéré, ça a bien fédéré. Oui, exactement. Oui, c'était Bon, vous exactement allez les ça. démonter, les garder, comment vous allez faire? Vous ne savez pas encore. On Hein. ne sait pas, on n'en a pas trop discuté. Vous avez prévu on- l'opération, mais pas la fin de l'opération. Déjà, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Bon, il y a eu un petit peu de vandalisme, on s'en doutait, mais dans l'ensemble, je trouve que ça a bien tenu. Franchement, pas tellement, parce Parce que là, ça fait... depuis le mois de juin, c'est Oui, installé. depuis fin juin. Bon, ça va. Disons qu'il y en a, ils les ont trouvés tellement beaux qu'ils les ont embarqués, c'est surtout ça. Ça, c'est comme les œuvres d'art. Je Voilà, ne sais plus qui ça disait. ne nous appartient plus. Je ne sais plus qui disait, mais voler un livre dans une librairie, c'est pas voler, c'est pas du vol, c'est la culture. Non, mais dans l'ensemble, les gens se sont... On a eu beaucoup de bons retours. Et même des gens qui habitent sur les quais, qui sont venus nous parler, qui ont dit qu'ils aimaient le projet, qui sont venus rouspiter de peur qu'on abîme les arbres quand on venait toucher. Non, vous inquiétez pas. Mais juste là Non, pour, mais c'est même fait pour. C'est même fait pour. Vous inquiétez Bon, pas. vous me la donnez quand, la leçon de crochet? Écoutez, On faut retourne au prendre vélo, là? rendez-vous. Oui, c'est ça. Sans rendez-vous, vous allez faire ça maintenant, non mais sans blague. Venez avec moi, Sissi. Bonjour, donc je suis Christine Lerat, guide conférencière à l'Office de tourisme et nous allons parler aujourd'hui de la bonneterie. Ici nous sommes au musée du Vauluisant qui accueille donc le musée de la bonneterie qui à l'origine consistait au tricotage des bonnets et des bas. Troyes a de tout temps été une ville textile très importante dès le Moyen-Âge, puisque les draps de laine sont vendus à ces foires de Champagne. Mais là, on parle de tissandrie, mais d'emblée, au XVIIIe siècle, quand on introduira ici les premiers métiers à tricoter, eh bien, on tricotera encore la laine, puis le coton, puis la soie. Des premiers métiers à tricoter qui étaient en bois, on va passer maintenant à des métiers à tricoter en fer.
en métal qui vont être installés dans ces grandes usines autour du bouchon et ça va créer donc une ceinture industrielle. Troyes va devenir capitale de la bonnetterie en 1860. Il y aura des ateliers de mécanique très très importants et il y aura énormément de brevets qui seront également déposés par des mécaniciens troyens. Et donc il faut savoir qu'au 19e siècle, la bonnetterie employait environ 25 000 personnes. Donc c'était vraiment quelque chose de très très important pour la ville. Toutes ces dynasties patronales qui vont mettre en place ces grands systèmes usiniers tout autour de la ville, eh bien, il y a encore une mémoire sociale prégnante à Troyes puisqu'on a toute cette architecture 19e siècle avec ces usines qui sont reconverties en loft. Alors ici, une autre pièce qui expose le savoir-faire des bonnetiers troyens. Ici, vous avez des perles aussi qui sont incrustées. Alors là, on est dans les bas noirs et les bas qui étaient notamment utilisés pour le French cancan. Le problème du noir, c'est que ça déteignait. Donc elles avaient des trucs pour ne pas avoir les pieds noirs. Elles mettaient soit des sous-bas ou alors elles se lavaient avec une pierre ponce et du jus de citron. Il y a eu des grandes fêtes de la bonnetterie à Troyes et notamment en 1909, la première avec l'élection d'une reine qui était élue par ses pairs. C'était la récompense de la meilleure ouvrière, mais c'était aussi une récompense morale. Aujourd'hui, 5000 personnes travaillent dans le secteur textile et il y a une reconversion dans le prêt-à-porter, dans la mode avec les magasins d'usine et également dans tous ces textiles dits techniques. Je vous présente Jean-Louis qui est maître charpentier, comme on dit. Ouais, maître charpentier, ça vous va? Ah oui, ça me va. Vous avez fait tellement de choses qu'il faut choisir. Maître charpentier. Oui, voilà, parce que mon métier d'origine, c'est charpentier. Oui. Et compagnon, donc, maître charpentier. Bien sûr. Et puis, je vais terminer mon exploit d'humanité en étant architecte. D'accord. C'est un joli parcours. Voilà. J'en suis assez satisfait. Et Troyes, c'est une Troyes, sacrée ça a ville été, pour ce type de patrimoine. Ah oui, oui. Alors, moi, j'ai une question parce que une première fois, j'ai dit à colombage. On m'a dit non. Ah, ça peut aussi. On ne dit pas colombage ici. Pas trop. On dit à pan de bois. À pan de bois, oui. Ça vient d'où la nuance? La nuance, elle est tout simplement que colombage désigne des colonnes, d'abord. Columna, colombe. Oui. Les parallèles, les unes à côté des autres. Bah là aussi, c'est parallèle. Oui, mais pas au début, pas à l'origine. Le pan de bois, à l'origine, était, je vous en montrerai, dans les encuvements, d'ailleurs, on en trouve un peu encore, les pans de bois sont à l'horizontale. Et ils viennent tout doucement de la maison gauloise, en quelque sorte, quand on a d'abord planté des poteaux, Oui. et puis ensuite, le corps de métier des charpentiers a inventé la sablière de seuil. La première pièce de bois, celle-là, qu'on trouve et dans lequel on va venir assembler les morceaux verticaux. les morceaux verticaux. D'accord. Voilà. Pour qu'on utilise des pans de bois, il faut qu'il y ait du bois. Donc Oui. ça se trouve dans des régions de forêt. Ah bah oui, principalement le chêne. Forcément, on allait chercher le matériau tout à côté. Mais la France était couverte de forêts. Oui. Donc on avait beaucoup de maisons à pans de bois. Il y avait beaucoup. Oui, il y en a eu Et- partout en France. Et il fallait de l'argile pour mettre au Oui, milieu. pour le torchis. pour les murs, oui, oui. La les paille et murs. le. Et ici, on avait les deux. Oui, Oui, j'ai bien révisé. Hein. Il y avait Bravo. le bois, la forêt d'Orient notamment, et d'autres. oui, oui. Forêt d'Hôte et d'autres. Et puis, beaucoup d'argile. Et puis beaucoup d'argile. Ouais, ouais. Voilà pourquoi on a toutes ces belles maisons. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez fascinant. On va voir, mais ne serait-ce que là, hein, en regardant devant Oui. nous, il y a les maisons qui penchent complètement. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est beau. Hein. Ah oui. Mais alors, elles elles risquent pas de penchent tomber. parce que justement, les seuils se sont C'est ruinés le mec progressivement. très pratique qui dit, mais elles vont pas tomber. Non, en montant les murs. Eh non, bon, sur mon parcours, j'en ai qui vont vous Ah, impressionner. mais j'en ai aperçu. Hein. Vous en avez vu? Ah oui, oui, en Ah provenant, oui, oui. j'en ai vu, oui. Et c'est pas dû à une bombe, c'est pas dû à des. Non, C'est tout pas une erreur de simplement- calcul. Non, non. C'est quoi? C'est le sous-sol? C'est les Alors fondations? non, c'est quoi dû à la ruine progressivement de la sablière de seuil. Bon, là, c'est un bon exemple alors. Mais de quoi? Alors voilà, ça demande des explications. Voilà comment
on faisait les murs ici à l'origine dans nos champagnes humides. C'est-à-dire qu'on récupérait toutes sortes de matériaux, C'est ça? des pierres, voilà, Ah. de la tuile, des briques, des pierres qui viennent d'ailleurs d'un peu partout, et qui, avec quelques charrettes, sont arrivées jusqu'à Troyes, si vous voulez. Oui. Voyez. Et on a construit, on a surélevé ce qu'on appelle donc la sablière de Seuil, c'est ce morceau de bois-là. Qui mettait à l'abri hors sol, en fait. Voilà, alors son C'est le vide sanitaire nom d'aujourd'hui. de C'est sablière le vide sanitaire vient du d'aujourd'hui. fait qu'à l'origine, on l'a posé sur le sol. D'accord. Posé sur du sable, posé sur quelques pierres plates. Et progressivement, comme les niveaux de terre ont monté, elles se sont ruinées. Et donc, là, il y a 4 siècles d'écart au moins entre ce progrès-là et celui où elles étaient plus basses. C'est-à-dire que là, on a presque, alors la mesure c'est environ 2 pieds, c'est-à-dire 2 fois 33 cm. Parce que le niveau d'origine d'ici n'a pas beaucoup varié depuis le XVIe siècle. On a là aussi le fameux ciment romain. C'est le Ce rose. fameux ciment romain, c'est de la brique pilée, toutes sortes de matériaux qui vont avec, et de la chaux. C'est-à-dire qu'on sait à cette époque-là cuire la pierre pour faire de la chaux. Mais ce ciment-là date de quand, ici? Ah ben là, celui devant vos yeux là, il a 4 siècles. Il a 4 siècles. Ce qu'on voit là, alors moi je vais essayer de le faire préserver par les monuments historiques, parce que... Et ce seuil-là, il a Ah combien? bah pareil, 16e Pareil, siècle, 4 siècles, oui. Ce que vous voyez là, alors c'est assez magique, hein, c'est scié à la main, hein, Ah ouais. scié depuis l'autre côté, et au moment où on arrive au milieu, paf, il y a une rupture. Vous voyez le morceau de bois, on coupe, tac, 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 on scie de long en quelque sorte. Et là, pour moi, c'est le meilleur exemple d'en Troyes. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il a été restauré sans qu'on le... Voilà, sans qu'on le massacre, quoi, en quelque sorte. Hein, cette distance-là est importante. Et bois pour bois, comme on dit. Il faut que ce soit la même largeur. Voilà, Même c'est largeur pas que le toujours bois. comme ça. Hein. Mais les maisons les plus solides qui ont été faites, les maisons qui ont été réfléchies, sont faites bois pour bois. Bois pour bois. Voilà. C'est beau comme formule. C'est On pas avance mal comme formule. Elles viennent d'où Montrer. ces têtes Alors je vais vous montrer sur les têtes des anciens tricasses, en quelque sorte. Ceux qui vivaient en forêt. Vous allez voir des têtes là, avec une force, une robustesse et une expression qu'on ne retrouvera pas plus tard dans les sculptures de la Renaissance. Vous voyez, sur le côté vers l'oreille, là, c'est une feuille de chêne, en fait. Oui. Voilà. Et cette tête-là, bah, vous voyez les moustaches, Ça remonte à quand, ça? pour moi, c'est du XIIIe siècle, ça. 13e siècle. XIIIe siècle, c'est-à-dire que pour nous, maintenant, il y a 7 siècles qui nous contemplent, là. Pourquoi tout est de guingois comme ça? Regardez, il n'y a rien de droit. C'est hallucinant. Alors, le seuil il est certainement pour quelque chose. Parce que ça a quand même resté assez vertical et ça pencherait même plutôt de au-dessus, l'autre oui, côté. mais là, Oui. oh, il y a Ah oui, presque oui. 1 mètre d'écart. Oui, Et oui. pourquoi ça Alors- ne tombe pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne tombe Alors- pas? Mais c'est tous les assemblages. question idiote, Oui. hein. Non, non, Je suis mais désolé. regardez, la poutre qui part là-bas, Oui. déjà, elle a un lien ici, Oui. qui est en réalité, quand ils sont à cette inclinaison-là, ça s'appelle une console. Là, vous voyez, il n'y est plus. Mais vous voyez comment c'est assemblé à tolon Oui. et mortaise. Oui, oui. Et voilà. Et vous avez le même de l'autre côté. Oui, Donc pour arriver à faire basculer ça, Oui. c'est très difficile et il faut du temps. et ça peut tenir. Voilà. Il fallait que ce soit bien fait quand même. Hein. Ah, la Bon, preuve. pour avoir tenu autant de temps. Ah oui. Ah ben moi je suis... Bon, on comprend que je suis un amoureux, J'aimerais mais... bien voir quelques tours dans 4 siècles. Bien sûr. Non mais je Non, pense mais pas vrai. qu'elles seront dans cet état-là. Vrai. Et cette solidité-là, on a le droit aux barres obliques dans les pans de bois qui vont... Pourquoi le chêne n'a jamais pourri, travaillé, enfin... Alors d'abord, il était vraisemblablement abattu en descente de sève. Les anciens savaient ça. On le perd après, beaucoup plus tard. Mais le bois n'a besoin d'aucun traitement, aucun produit, rien. Il se protège lui-même. Ouais. On arrive à des époques aberrantes où on le coupe à n'importe quel moment. Et forcément, quand il est gorgé
de sève la pour sève faire des fruits. fait pourrir de l'intérieur après, c'est ça? Eh ben oui, il s'échauffe comme on dit. Ça retrouve la maison de gauche quand même, hein. C'est incroyable. Mais Jean-Luc, ça va Voilà, quoi, ces pierres, alors là on est dans une des rues les plus étroites de Troyes. La rue Et des les Chats. pierres, la ruelle des Chats, oui. Et les pierres que vous voyez sur le bord sont des chasserous. C'est-à-dire que là, il ne s'agissait pas avec le moyeu même des voitures minces que les moyeux des roues viennent bouffer les pans de bois. Les Et donc à chasserous. chaque fois, clac, ça remettait la carriole dans l'axe de la rue. Les étais, parce qu'il y Alors- a la maison de gauche qui recouvre celle de droite. Hein, Voilà, carrément. alors- Ils datent de quand tous ces étais? Quasiment de l'origine. Très peu de temps après, les seuils se sont ruinés parce qu'ils étaient trop près de la terre. Mais pourquoi on construisait les maisons aussi rapprochées? Ah bah parce que d'abord c'était naturel. Je veux dire, la ville se construisait à l'intérieur des remparts, à l'intérieur des Oui, murs. donc il fallait serrer un petit peu. Donc les il fallait maisons, serrer un pour que ça peu. tienne. Et puis la rue, le profil de la rue lui-même était naturel. C'est-à-dire qu'on jetait ces détritus dans la rue. Dans les favelles d'aujourd'hui, ça se passe encore. Ouais. On jette ces détritus. Les premiers qui les bouffent, c'est les cochons, et ils creusent l'axe. Et quand il y a un gros orage, eh ben, ça ça descend s'évacue. dans les quartiers bas. Vous voyez? Et on évoquait tout à l'heure les soubassements là, Les seuils, qui sont ruinés. Alors ceux-là déjà ont été reposés et réparés au cours des siècles. Les vrais seuils d'origine sont ceux qu'on voit beaucoup plus haut. Ben, il y en a encore un là, vous voyez, celui-là, il est quasiment au ras du sol. Et l'autre là qui a été réparé malgré tout, vous voyez, ils sont trop près du sol. Ah. Et donc quand l'humidité progresse, oui. forcément ça les fait pourrir. Et si ça fait pourrir le seuil, ça fait Pencher. s'affaisser les maisons. Pencher la maison. Voilà. Ça fait la maison. Mais elles ne craignent pas de s'effondrer parce que les charpentiers Finalement, elles de l'époque, s'appuient l'une sur l'autre maintenant. elles pourraient s'appuyer l'une sur l'autre, d'où les étais. Et les chats passaient d'une maison à une autre sur ces petits étais. Donc Voilà on a pourquoi, appelé la rue par des la Chats. suite, on l'a appelé la Film des ruelle plus des chats. célèbres de Troyes, faut Ah bien bah dire. oui, Les touristes parce que, voilà. viennent voir la rue des Chats comme Voilà. on va voir le Tour Eiffel à Paris. Jean-Louis, qu'est-ce qu'on appelle l'expression, on la connaît tous, avoir pignon sur rue. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, c'est les fameux pignons de pan de bois qui allaient en bascule au-dessus de la rue. C'est comme on les voit là-haut? Et comme on le voit là-haut, comme on le voit un petit peu dans cette rue-là, plus loin, la bascule qui est au-dessus de la rue est supportée Oui. par une console et un aisselier. Et c'est ce qu'on appelait les alours. Et c'est ce qui se ruinait aussi le plus vite. Et que tout de suite, les édits de police, quand c'était un peu esquinté, ça tombait sur la tête des gens, ils n'aimaient pas ça. Donc on les a arasés et on a fait des croupes. On a raccourci les pignons sur rue. oui. Mais avoir pignon sur rue, c'était ça. C'est des grands pignons qui débordent dehors et qui protègent le rez-de-chaussée commerçant. C'est ça, on est dans la rue et on se Voilà. montre dans la rue, on a pignon sur rue. Et on montre, et les pignons étaient assez souvent ornés, sculptés. On pourrait vous écouter des heures, voire des jours entiers, Jean-Louis. Merci pour cette petite promenade un peu raccourcie, mais on a compris plusieurs choses très très importantes. Et en tout cas, ça nous a vraiment donné l'envie, et ça doit vous avoir donné l'envie de venir vous promener ici dans cette vieille ville de Troyes, Elle le avec mérite. tous ces trésors architecturaux qu'on doit en grande partie aussi à Jean-Louis, parce que je crois qu'il s'est battu, il continue à se battre pour justement les préserver, les restaurer, les retrouver parfois. Voilà. Je crois qu'on n'a pas fini, hein. Merci Jean-Louis. Il y a de l'andouillette qui nous attend. Oh bah bravo et bon appétit. Bonjour, je m'appelle Sylvie Colomval et je suis guide conférencière à l'Office de tourisme de Troyes. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler du Troyes insolite, donc de vous faire découvrir des endroits un petit peu méconnus des Troyens. Nous sommes au chevet de l'église Saint-Jean et particulièrement derrière moi, on peut percevoir une gargouille en forme de canon. Un ouvrier aurait été muté, il travaillait au préalable à la réfection des fortifications et pour marquer son mécontentement, eh bien, il aurait sculpté cette gargouille en forme de canon.
on va dire, insolite à découvrir à proximité sur cette rue de la Cité, c'est une inscription qui se trouve sur le mur de la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Je vous invite à traverser la rue. Une inscription que voici, enfant, qui voulait dire enfant, tout à fait. Et c'est ce qu'il reste de ce que l'on appelait le tour des enfants trouvés au XVIIIe siècle, qui était une sorte d'armoire pivotante dans laquelle on pouvait venir déposer un enfant qu'on souhaitait abandonner. Les religieux, on faisait sonner une cloche, on appelait les religieuses avec une cloche, et les religieuses venaient recueillir de l'autre côté cet enfant. Ça évitait bien entendu des infanticides, et ça date du XVIIIe siècle. Nous sommes ici devant l'église Saint-Rémy, juste derrière le marché des Halles, une des plus anciennes paroisses de la ville. Et le petit côté insolite, c'est son clocher. Il fait 60 mètres de haut, il date du XIVe, mais surtout, c'est un clocher vrillé, ce que l'on appelle un clocher tors. C'est tout à fait voulu, c'est une façon de la part de nos maîtres charpentiers de pallier contre les vents, d'avoir une meilleure prise au vent. Et c'est une prouesse vraiment, on va dire, de la part de ces maîtres charpentiers. Il y a d'ailleurs une association des clochers tors, donc ça s'écrit THORS. Et d'ailleurs, notre ville jumelle Chesterfield en Angleterre possède elle aussi une église avec un clocher tors. Bienvenue à Troyes. Le cours d'Oué, qui est un passage entre la place Jean Jaurès et la rue Saint-Dominique, qui se trouve dans le quartier vauduisant. Alors pourquoi ce choix? Parce que c'est un endroit qui est très peu connu des Troyens. C'est devenu un secteur très agréable et un lieu de passage absolument magnifique, et un endroit même romantique, propice aux rencontres amoureuses, pourquoi pas. Et puis un endroit très calme, très reposant. On lui avait même donné la dénomination de cour du miroir, parce qu'un des propriétaires d'un hôtel particulier qui se trouvait à l'entrée de ce passage, eh bien, avait installé des miroirs de chaque côté. Alors l'aspect insolite, il se trouve derrière moi en hauteur, avec une numérotation en forme d'escargot qui se terminait par le numéro 2766, qui s'avérait être le palais des comtes de Champagne. Et là derrière moi, c'est vraiment le vestige, un des derniers vestiges de cette numérotation Colluel à Troyes. L'artisanat vous accompagne en Terre de France. Passion et proximité, toutes les valeurs de l'artisanat se retrouvent dans Terre de France. La brosse, chez les frères Julliot, c'est avant tout une histoire de famille. Une histoire qui débute dans les années 50, quand le grand-père se lance dans le métier. Il faisait le tour des boucheries chevalines, puisque pour fabriquer une brosse, il faut à la fois du bois et des fibres. Et les fibres principales qui étaient utilisées à l'époque, c'était du crin de cheval. Donc notre grand-père récupérait, on va dire, les peaux de cheval, les faisait bouillir, travaillait en fait les crins. Il y avait des odeurs, il y avait des bruits, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Aujourd'hui, l'entreprise qui a grandi compte 8 salariés et une fabrication mécanisée dont les vestiges du grand-père sont encore bien présents. Cette machine date des années 60, on s'en sert toujours pour faire en fait des balais, des boulangères, les brosses traditionnelles en fait que notre grand-père réalisait. C'est une machine semi-automatique, elle perce et elle monte à la fois. Balai d'antan et brosse industrielle, c'est avec un amour pour le travail des fibres que les objets se construisent et se redessinent. Dans cette petite entreprise, on produit essentiellement pour l'industrie, mais 20% sont aujourd'hui consacrés à la vente aux particuliers avec des matières en fibres naturelles. C'est le crin de cheval qu'on reçoit en fait en crinière. Donc là, tout en fagot, on reçoit donc dans cette pièce-là, il y a de la crinière et de la queue de cheval. Garder les senteurs d'autrefois et perpétuer la tradition, c'est ce que font ces deux frères. Depuis plus de 50 ans, ils ont réussi à conserver leur produit phare, une brosse industrielle destinée à la dorure d'un célèbre biscuit nantais. Le plastique,
vitres, il y a une couverte très dur, des silicates qui se produisent à l'extérieur. Ça, Alain, ce sont des morceaux de verre qui datent du XVIe siècle? Ce sont des verres du XVIe siècle qui sont d'une église pas très loin de Troyes, puisqu'ils sont d'une église de Pont-Sainte-Marie, une commune qui est périphérique. Vous les avez récupérés comment on vous les a apportés? Pas du tout. Le verrier, il est chargé de toutes les opérations. Ah oui. Personne d'autre que le verrier s'occupe du vitrail. Hein. On va chercher notre vitrail, on monte les échafaudages, ou les maçons nous montent des échafaudages quand c'est trop haut. Et donc, après, nous allons... C'est le maître verrier, comme vous, oui, vous êtes maître verrier, qui démonte le vitrail. C'est-à-dire, on démonte, on restaure et on repose. D'accord. Personne d'autre n'y touche. Donc là, c'est vous qui l'avez démonté. Oui, c'est-à-dire que c'est un bien confié. C'est-à-dire que quand l'État ou la commune ou la collectivité, on a un contrat, c'est ce qu'on appelle un bien confié. C'est une œuvre d'art comme un tableau. Oui, qu'on restaure, par exemple. Alors, on peut les sauver, ces morceaux de verre du XVIe siècle? Alors, là, on est un peu dans un cas extrême de restauration. C'est-à-dire qu'on ne voit plus grand-chose. Et il va nous falloir, premièrement, faire une suite d'opérations comme on le fait toujours dans ce cas-là, c'est-à-dire un repérage photographique, et puis ensuite notre repérage photographique avant, après, bien sûr, ça fait l'objet d'un grand dossier à la fin, c'est-à-dire on va prendre des petits échantillons. C'est ça. Dessus, on va aller chercher les problèmes. Ce petit bout-là, par exemple, ce petit bout-là, on va aller chercher son change problème. pour en mettre un neuf, ça va se on voir. va aller essayer de lui redonner sa lecture et pas sa transparence, puisqu'il a perdu de sa transparence, mais on va essayer qu'il redevienne translucide et que le dessin, par exemple sur la tête que vous avez ici, qui est cassée, vous avez une partie de tête d'une vierge qui est très belle, qui est complètement, si on regarde le dessin un petit peu en contre-jour, je ne sais pas si on le voit apparaître légèrement, mais le dessin qui est dessus au niveau de la peinture, eh bien, il est absolument beau et en bon état. Simplement, c'est un phénomène de réaction chimique qu'on appelle le manganèse, et qui vient obscurcir la surface du verre. Je ne vais pas vous demander comment vous faites, parce que j'imagine que c'est un savoir-faire. Là, on rentre dans un cadre de restaurateur, le restaurateur qui prend en main une œuvre qui lui est confiée, qui est en lien avec un laboratoire de recherche, qui est le laboratoire des monuments historiques, avec lequel on va déterminer notre campagne de restauration et les produits qu'on va employer pour essayer de lui redonner une lecture. Alors, je ne vous présente pas Alain qui est maître verrier ici à Troyes. Troyes, c'est un peu la capitale des maîtres verriers ou des vitraux? Disons que c'est nommé par nos historiens, un peu comme la ville sainte du vitrail. Alors bien sûr, ça va faire hurler les gens de Chartres, ou les gens de Bourges, mais disons que c'est comme ça qu'elle est appelée, puisque dans notre cathédrale, ne serait-ce que dans notre cathédrale, chose très rare, on peut parcourir l'histoire du vitrail du XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, non-stop. Donc c'est ce qui fait la richesse de cela, et en plus, dans notre département, à lui tout seul, il y a 9000 m² de verrières classées monuments historiques. La Cité du Vitrail a ouvert ses portes et ses collections en juin 2013 sur les quais troyens. Le projet est né d'une volonté de valoriser le patrimoine vitré du département. Un patrimoine extrêmement riche, 9000 m² de verrières, un record en Europe. Ici, l'idée est de présenter de manière chronologique les vitraux à hauteur de regard. La Cité du Vitrail est accompagnée d'un comité scientifique qui nous aide à présenter ces vitraux. Et pour ces premières années d'ouverture, on a décidé de présenter du vitrail du XIIe au XXIe siècle, ce qui permet aux visiteurs d'avoir en face de lui l'évolution stylistique et formelle du vitrail et d'en apprécier toutes ces évolutions, que ce soit techniques ou artistiques. La Cité n'est qu'une première étape dans un projet beaucoup plus global autour du vitrail pour le département de l'Aube, mais ce centre de préfiguration est un point de départ. C'est ici que les visiteurs plus ou moins experts peuvent prendre conscience du travail effectué autour de ces œuvres mêlant verre et lumière. L'objectif principal, c'est de donner envie aux gens d'aller voir le vitrail dans son cadre architectural, de l'apprécier, d'apprécier la peinture sur verre, puisque c'est un art extrêmement délicat. Un maître
notre verrier, ça va être un coloriste, ça va être un peintre, ça va être quelqu'un qui a différentes facettes. Et ce qu'on ne voit pas parfois parce que c'est trop haut, parce qu'on ne comprend pas le sens. Ici, c'est un endroit où on peut apprendre le vitrail. Pour continuer à apprendre, tous les 6 mois, une douzaine d'œuvres est remplacée par de nouvelles, prêtées par des communes ou issues de collections exceptionnelles, comme ce vitrail du XIIe siècle, habituellement en dépôt à l'abbatiale de Saint-Denis. Pour les experts locaux de la discipline, la cité permet en outre de mettre en valeur l'avenir du vitrail, toute une partie des lieux étant consacrée aux vitraux contemporains. On est dans une ère un peu différente, on a plus de préoccupations thermiques pour un bâtiment, on a des préoccupations de sécurité. Donc le vitrail, il faut peut-être le revoir autrement, que la peinture sur verre évolue sur des plus grands volumes, que ces volumes soient feuilletés, montés en double vitrage. Il faut vraiment initier une nouvelle vision du vitrail. Et je pense que la Cité du Vitrail peut être justement un relais. Et l'initiation au vitrail porte ses fruits. La prise de conscience de la part des élus notamment est là, tout comme les visiteurs. En moins d'1 an et demi d'ouverture, la Cité du Vitrail a déjà accueilli plus de 50 000 visiteurs. Le phénomène du manganèse, c'est que le dessin, vous voyez le dessin là ? Oui, je le vois. Ah oui, je le vois là. Ouais. La peinture par elle-même, elle est restée absolument impeccable. Ah oui. Hein, elle est nette et elle n'a pas été attaquée par le... C'est une transformation de la masse vitreuse, le manganèse. Donc c'est là-dessus qu'on va devoir agir. Et on a découvert avec les laboratoires un produit. Alors c'est pareil, c'est comme tous les nouveaux produits, il faut qu'on aille doucement en ce moment parce qu'il faut qu'on ait du recul dans le temps. Et on va l'employer sur des choses comme ça qui sont dans l'extrême, où on sait que de toute façon, si on ne fait pas quelque chose, ça va devenir tout noir complètement. Donc on se lance dans une expérience. Et cette expérience va permettre de redonner une lecture, de retrouver... J'ai compris. De retrouver j'ai compris. Ah oui, avant que vous enleviez le morceau, je n'avais pas voilà. Comment on fait pour restaurer ça là ? Comment on fait ? Eh bien, déjà beaucoup de patience, beaucoup d'attention. Ça va faire combien de temps ? Pour une verrière qui représente 10 panneaux, à peu près de 10 à 12 panneaux de cette grandeur-là, nous avons engagé la dépose au mois de juillet. Il y a eu un arrêt, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, nous avons jusqu'au mois de décembre pour la livrer. L'ensemble ? L'ensemble, les 10 panneaux. La technologie d'aujourd'hui, elle vous permet de restaurer en faisant mieux encore ? Oui. C'est un mélange entre des techniques ancestrales et de la technologie d'aujourd'hui. Complètement. Ouais. Et ça, les avancées entre les laboratoires, nous et les personnes qui se spécialisent dedans permettent d'avancer et de trouver des méthodes de protection ou de conservation qui vont permettre à l'œuvre de vivre encore plus longtemps. Alors ça, c'est notre but. Hein. C'est les premières verrières que j'ai restaurées à la cathédrale de Troyes, les verrières premières en 81, 82, quand on a fait notre première étude sur la cathédrale de Troyes. Entre ce qu'on nous a fait faire et ce qu'on a mis au point en 81 ou 82, on a complètement fait un bond dans le temps dans nos techniques de restauration et notre approche de la matière, par elle-même, de la compréhension de ce qui se passe dessus. Donc là aussi, ça change vite. Donc ça change vite. Il y a des clients, des particuliers qui veulent chez eux avoir un beau vitrail. Disons qu'on n'est plus dans l'époque non plus, comme on fait dur, comme vous avez été en retour. On est dans l'époque Ikea. Hein, l'époque Ikea c'est bien, pas... C'est bien Ikea. Non mais c'est bien, je ne suis pas contre. Hein, pas forcément un vitrail dans un meuble Ikea, mais disons que l'économie d'aménagement ou l'aménagement intérieur n'a plus l'importance qu'elle avait au début du siècle ou les choses comme ça. Donc même dans les années 50 ou 60, dans les 30 belles années, on dépensait de l'argent pour son intérieur. On a moins tendance à le faire. Donc on a moins aussi... L'objet décoratif est quand même... Puis peut-être que le goût a changé aussi. On a envie d'admirer la rosace qui est derrière vous à la cathédrale de Troyes, puis pas forcément d'avoir un vitrail chez soi. Puis il y a le mot vitrail aussi en France qui n'est pas bien vu. Ouais. Parce que le mot vitrail en France, dans la tête des gens, on dit vitrail, c'est église. C'est église. Ouais, hein, donc pour ça, le rapport décoratif, ils l'ont un peu oublié. Pour vous fâcher encore une fois, est-ce que ça a de l'avenir, votre métier ? L'avenir de mon métier
Alors si j'en parlais aujourd'hui, je dirais qu'on est en difficulté. Hein, ça c'est certain. Par contre, il y a plein de jeunes. Et il y a plein de jeunes qui ont l'espoir que leur métier va continuer. Et ces jeunes, c'est passionnant comme métier. Oui, parce que c'est un métier qui est passionnant, parce que c'est un métier qui est relié à l'art, parce que c'est un métier de recherche, parce que c'est un métier aussi où on découvre des choses, c'est un métier où on se forme dans des époques, où on découvre des artistes aussi qui ont créé des choses à leur propre époque, et puis que le verre n'est jamais une fin en soi, c'est-à-dire que c'est un matériau qui encore aujourd'hui nous permet de découvrir de nouvelles méthodes d'application et de créer des choses nouvelles. Donc c'est sans fin, si on bien. Et donc c'est passionnant, mais on est à l'heure actuelle dans une période dans laquelle il faut avoir les tripes et aussi... disons-le, l'État n'a plus de sous et les collectivités locales n'ont plus de sous. Donc on ne restaure pas les vitraux. Et comme nous, on est en bout de course ou coincé dedans, nos ateliers sont en danger. Je sais que je ne suis pas le seul, que dans le milieu artisanal, il y a plein de difficultés partout en ce moment, mais qu'on est porteur d'une image forte et de voir un atelier disparaître ou être mis en difficulté à cause de ses charges, simplement. C'est un peu dur, sachant que sur notre département ou même sur notre ville simple, on mettrait 2 ateliers de 10 personnes. 2 ateliers de 10 personnes. Sur ce qu'il y a à faire comme travail, on a 30 ans de travail devant nous, sans faire fortune, simplement en conservant un chiffre d'affaires moyen comme on l'a aujourd'hui. Et avec des beaux emplois en plus. Et avec des beaux emplois et une passion au bout au niveau d'un métier. Merci Alain. Mais il est là. Il est là, le Patrick. Eh oui, il est toujours un petit peu en train de s'occuper. Comment ça va, Patrick? Oh, bah ça va très bien, Jacques. Je cherchais le roi de l'andouillette. Je l'ai trouvé. On m'a dit, vous dites, oui. déjà à 3, l'andouillette. Ça passe très bien. Ça va bien? On peut se serrer la main quand même, comme oui, ça? Là, vous voyez, j'ai déjà en pleine pâture. Donc l'andouillette à 3, mais pas que l'andouillette. Non. Je fais toute la fabrication artisanale, c'est-à-dire toute la charcuterie traditionnelle. Ça part de l'andouillette. J'ai posé la veste, Patrick, je suis prêt à aider, moi. Ah bah pas de souci, pas de souci. J'y ferai avancer les œufs, pas mal de petites choses en même temps que... On peut se tutoyer? Oh mais c'est fait pour. Plaisir. Petit rappel historique. Pourquoi 3, l'andouillette et les Alors, c'est une association qui s'est créée au début du 19e siècle. Et c'était l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Ça, c'est ce qui fait le côté associatif de cette andouillette dans notre ville. Et bon, alors l'instigateur qui l'a créé, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'était de l'époque, en 1936, ça devait être à peu près ça. Bon, mais elle est réputée dans le monde entier. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu grâce à ça qu'il lui donne une différence par rapport aux autres. Par rapport à celle qui est faite. C'est une façon spéciale de la faire ici. Patrick, il est réputé dans la France entière, voire plus loin. Même plus loin. Et quand on pense andouillette, on pense Patrick. Bon, voilà, c'est ça. Et c'est pour cela, quand je vais dans des endroits n'importe où en France, si je ne ramène pas, je me fais incendier. C'est vrai? Ah bah oui, parce que si on n'arrive pas à griller ces petites choses... Mais moi, je veux en plus, avec vous, savoir comment on fait. Voilà, tout à fait. Il est idiot quand même. Leçon d'andouillette de 3, numéro 1. Patrick. Alors voilà, pour faire une véritable andouillette de 3, vous prenez déjà de l'estomac, 1 tiers et 2 tiers d'intestin, qui est bien sûr fait en lamière. Vous voyez, donc c'est l'intestin qui a été préalablement nettoyé, bien gratté. Je rigole parce que ceux qui n'aiment pas les avares ne sont pas obligés de regarder. Ça, c'est vrai. Et encore, j'ai eu un petit côté d'une ancienne personne qui était venue. Ils avaient pris à l'état départ, c'est-à-dire comme ceci. Oui. Ça donne moins appétissant quand même. Oui. Ouais, à la base. Mais bon, donc je continue. Voilà, on prend donc de l'intestin et de l'estomac. Ensuite, une préparation d'assaisonnement. Donc on a le poivre, classique.
épices. Et tout ça, on le fait sur la paillasse comme ça. Ça va faire une andouillette. Voilà. Muscade. Muscade. Alors le sel, parce qu'il ne faut pas oublier le sel non plus, sinon ça ne va pas le faire. Oui. Et un petit peu d'oignon. Voilà. L'oignon. Après. Et ce qui fait que j'ai peut-être un plus par rapport à d'autres, c'est que j'additionne du champagne en finalité. Donc Jacques, tu vas me l'apporter. Oui, chef. Hop. Alors, que je puisse. On va essayer de pas éclaboucher tout le monde. Oh, t'aurais pu faire ça quand même. Ah, je suis désolé. Bon, il faut de le boire, c'est quand même sympathique. Alors il y a ce côté, attention à vous, parce que voilà. Ah oui. Voilà, tu vois, c'est que du bonheur. Pas plus? Non, parce qu'après, c'est plus le même prix, ça fait plus la même. Ça me fait penser à Maïté qui disait, bon, je vais mettre un tout petit peu de champagne. Et puis le reste, elle le prenait. Ah oui, non, bah non. Moi, je suis un petit peu, pas dans l'économie, mais dans la logique. Ensuite, je prends une robe qui est préparée, grattée proprement et tout. Et ensuite, je fais le dressage. Alors, certains mettent une ficelle pour l'enrober. Moi, je le fais naturellement. Je vais vous le montrer directement. Voilà. Et ça, c'est la véritable andouillette dressée main à la base. Voilà. Vous voyez, c'est... Alors, certains prennent une cuillère et puis remettent le boyau. Moi, je ficelais les deux bouts. Parce que ça me perd moins de temps. D'accord. C'est ce qui me fait un petit peu la différence. Là, elle est comme celle-là, quoi, comme ceci. Là. Voilà, là, comme on la voit, elle est dans les mêmes catégories, même gabarit. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va devenir comme ça? La cuisson, 6 heures de cuisson. Et c'est la cuisson qui va la ramener 6 heures de cuisson. Et ce qui va apporter la concentration. À cette version présentable. Tout à fait. Malgré qu'il y en a quelques-unes qui sont biscornues quand même. Hein. Ouais, on verra ça tout à l'heure, c'est quand même rigolo. Donc je peux vous montrer encore une petite fois. Alors on regarde un petit peu les boyaux. Voyons, on a tout ce qu'il faut. Oui, c'est moi qui me. On les assemble de façon esthétique quand même. Hein. Faut pas... Oui, parce que sinon il ne faut pas que ça fasse quelque chose de pas beau. Passer avec le champagne, hein. Je ne pas oublier le champagne. Je crois. Ça, moi j'oublierais le sel peut-être, mais pas le champagne. Ah bah ça ferait des ordres. Passer avec le champagne. Ah, j'oublie pas là. Faut pas. Allez. Allez, un petit peu plus. Allez, un peu plus. Allez, soyons fous. Et l'enrobage. Mais tu le sens vraiment quand tu la dégustes, cette andouillette? Oui. Tu sens le champagne? Ah, complètement. Disons que ça amène un autre goût que de mettre du vinaigre ou du vin blanc. Ah bah oui, ça sent tant qu'à faire, autant faire luxe. Hein. Bon. On est dans un pays de champagne et on va quand même pas mettre... Et c'est ce qui me donne mon autorité par rapport à ça. Peut-être l'autre. Voilà, donc là... Non, voilà, c'est fait. Donc là, l'étape suivante, donc le ficelage. Oh la vache. Ah, je veux voir ça de près. Non, mais qu'en fait-il? Voilà, ensuite on tire pour que ça ne se détache pas au moment de la cuisson. On les sépare et bien sûr on les retourne parce qu'il faut ficeler de l'autre côté. Donc même étape. Allez, top chrono Patrick. Médaille d'or aux Jeux Olympiques de ficelage d'andouillette ici à Troyes. Oh la vache. S'il y avait une médaille, je crois qu'elle serait bien placée encore. Avec celle que j'ai en plus dans mon magasin, je crois que... Ah oui, parce qu'on a vu un certain nombre de coupes. Là. Il y a quelques trophées, on avoisine les 90. Hein, on fera une image tout à l'heure, il faut les montrer ces trophées-là. On avoisine à peu près les 90 trophées, quoi. En une quinzaine d'années. Oui, avec ça. Voilà. Bon. Et alors, donc là, toujours séparé, parce que c'est pas un chapelet qu'on met à la cuisson. Ok. Voilà. Et après, l'étape suivante, le piquage, pour éviter que cette fameuse andouillette explose. Ah, évidemment. Mais ça, déjà, je le savais. Là. Quand je fais cuire de boudin, moi, déjà, je fais des trous. Ou des saucisses. Oui, bon, je le fais moins vite. D'accord. Mais je le fais quand même. Il m'agace, Patrick. Il m'agace, parce que je savais déjà pas faire grand-chose, mais là... Et après, le lissage, juste avant, pour qu'ils essayent d'avoir une forme quand même plus ou moins convenable. Voilà, donc ça, cette étape est juste avant la cuisson. D'accord. Et on les met dans l'eau bouillante? Tout à fait. Ok. Bon, Patrick, si quand je viens acheter ça,
quelle est la meilleure façon pour moi de la cuisiner? Alors la première base, au barbecue, tranquille. Ah oui? Ou plancha, c'est impeccable. Combien de La seule temps chose, on la tourne un petit peu 10 minutes, pas plus, parce qu'elle est déjà cuite 6 heures. 10-15 minutes, mais c'est le grand maximum, parce qu'elle est déjà cuite. Alors plus on la met à une température très forte, la peau étant naturelle, il faut pratiquement chemiser de beurre pour pas qu'elle colle. Ouais, d'accord. Parce qu'elle est délipidée au maximum. Donc elle attache. Complètement. Et il faut tout le temps être en Faut y permanence. aller un peu doux alors. Voilà, on la prend, on la retourne. D'accord, On fait de la démarche, on la surveille, quoi. Et sinon, si on n'a pas de barbecue ou de plancha, La poêle. Une poêle avec Une un peu casserole, de beurre dedans. Une pour pas poêle, que ça attache. chemisée de beurre, comme Oui. une crêpe. Oui. Et voilà. Et puis c'est bien. Et on la sert avec quoi? Alors, il y a une possibilité, un bon petit chablis ou du champagne hein, pour la continuité de la. Je pensais pas qu'à boire, hein, je pensais. Mais après, je vais t'expliquer la petite sauce que moi j'ai affinée, que beaucoup de personnes m'appellent pour me le faire, pour la préparer. Oui. Donc c'est beurre, échalote, vin blanc. Oui. Donc beurre avec les échalotes, on les fait blondir. Le vin blanc, on incorpore, on fait la réduction. La petite pointe de moutarde hein, qui met la petite côté acidulé qui va apporter le départ de liaison. Et la crème normale, une crème 15%, parce que certains m'ont dit, bah oui, mais si je mets de la crème, ça va être trop gras. Prenez même de la liquide à 15%, ça va vous adoucir. Et puis dans notre région, il y a un petit truc de plus qu'on met à la fin, c'est une petite pointe de ratafia dans la sauce. Ah oui. Ça, une fois que ton omelette est grillée, donc tu l'as posée dans une assiette, tu parsèmes la sauce dessus, t'envoies ça, c'est un délice. Et le plus encore, tu prends des rondelles de chaours, tu les poses dessus, tu passes au four, t'as gagné. Avec des rondelles de chaours. Ah ouais, tu prends le chaours, tu coupes en lamelles, tu poses dessus, puis t'envoies. Ça commence à faire envie, ça. Hein Ça commence à faire envie. Dans notre région, comme je disais, on a quand même le chaours, le champagne, les andouillettes. Pourquoi pas les accommoder ensemble? Ça va très bien. Il y a tout pour être heureux. Bah ici. tiens, des petites pommes de terre aussi du côté d'Arcy, donc ça met le petit gratin, et puis ça y est, on Mais envoie. c'est d'ailleurs pour ça qu'on va y passer 4 semaines dans la région de Troyes. Parce que la semaine prochaine, Patrick, on va aller voir la forêt d'Orient, le lac d'Orient. D'accord. Donc là, on va parler. Ah bah, il y a des belles choses là on aussi. va parler poissons, on va parler parc Et puis les naturel, animaux, bateaux, voilà, tout à fait. On ira survoler tout avec ça. notre petit coin de Dienville, et puis bon, le lac. Et puis on parlera champagne aussi, parce que c'est je vraiment. présume, bah oui, on est en plein On dedans. n'a pas fini d'en profiter. Merci Patrick. Merci beaucoup, c'est délicieux. Enfin, j'ai pas goûté encore, mais j'espère qu'on va goûter. Ça va le faire. Allez, on y va? À table? Pas de problème. Un paysage vu du ciel, c'est pas le même que vu du sol. En tout cas, moi, c'est ce que tous On les voit gens... des choses différentes. Oui, c'est ce que tous les gens que j'emmène me disent. Que ce soit les gens qui habitent dans l'Aube ou en Champagne-Ardenne, ou alors les étrangers qui sont de passage. C'est vrai qu'on a vraiment une dimension. On a une globalité, on a une vue globale et on situe les choses complètement différemment. Parfois, quand on est au sol, on n'imagine pas la structure des choses qu'on peut voir. Il y a des choses qu'on voit du ciel et il y a des choses qu'on ne voit pas vu du ciel. Parce que c'est un peu plus à plat et que donc il y a des reliefs qu'on perçoit moins bien. Tout aussi. à fait. Hein, Oui, c'est parfois plus difficile de se repérer. Tout à fait, parce qu'effectivement, quand on monte, on voit beaucoup moins les reliefs. Tiens Jacques, j'ai oublié. Je t'avais confectionné une petite tarte au chaours. En plus de l'andouillette? Oui, un feuilleté royal au chaours Je repose l'andouillette. qui est sensationnel. Tu veux voir? Voilà, regarde. Waouh, ça se. Hein, Bah, je te dis tout ce qu'il y a dedans. C'est déjà une fine. Pousse la caméra, toi. Tu sens? Vous sentez? Ça sent bon, hein? Dis donc, alors c'est. Alors là-bas, c'est une pâte feuilletée beurre. Ouais. Déjà. Ensuite, tu mets du chaours dedans. Complètement, jambon. Alors le jambon que je fais bien sûr. Hein. Les champignons, le gruyère, la crème fraîche. Tout ça par abaisse. C'est que du bonheur. Je vais t'en couper une tranche pour que tu le voies bien. Ouais. C'est plus une semaine à 3, c'est une semaine à 3 kilos là. Petite, comme ça j'ai goûté. Ça se mange chaud, Voilà. ça? Ah bah tu as dit. Toi, elle était préparée. Tu vas avoir tout ce qu'il te faut. Vache. Tout en plaisir. Excusez-moi. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est bon.
Bon, une assiette, ça serait mieux. Oui, c'est vrai. On n'a pas. Bon, on l'a fait avec les moyens du bord. Tiens, on fait voilà, un peu, hein, voilà. sur le plat. Qu'est-ce que c'est bon. Tu vois, c'est une petite chose. Qui en veut? Et ça, pareil, avec une petite salade. Damien, Christian, Max, Claire. On veut pas? Ça, avec une petite salade, je te dis, c'est le repas est fait. Ils savent pas ce qui est bon, celui-là. Ils savent pas ce qui est bon. Bon, bah ça va, tu peux couper maintenant. C'est bon. Ça va, coupe. L'artisanat vous accompagne en Terre de France.